Deux chiffres s'entrechoquent ce soir et fissurent le récit officiel sur le Nigeria. Une seule phrase, menaçante, promet d'intervenir vicieusement, tandis qu'un pays de 200 millions d'âmes vacille sur un océan de pétrole et de prières croisées. Ce contraste brutal entre protection déclarée des chrétiens et mémoire des guerres passées devient, pour les Africains qui regardent Ibrahim Traoré, une question de survie plutôt que de théologie. Dans l'ombre des églises et des puits de pétrole, la nuit africaine semble retenir son souffle en attendant le prochain mouvement des empires. Le Nigeria se retrouve à un carrefour où chaque décision porte un coup qui dépasse ses frontières. La promesse implicite derrière la tempête diplomatique actuelle repose sur un avantage simple: comprendre clairement ce qui est vraiment en jeu. Au-delà des discours publics, la tension entre soutien sécuritaire et dépendance stratégique transforme chaque offre venue de Washington en levier capable d'influencer les années à venir. L'administration nigériane sait que chaque pas vers une puissance extérieure peut ouvrir une porte, mais aussi en fermer une autre, parfois de manière irréversible. Dans le delta du Niger comme dans les rues d'Abuja, cette réalité nourrit une inquiétude palpable. L'aide recherchée pourrait coûter davantage que la menace qu'elle prétend contenir. Et c'est précisément ici que surgit la question que beaucoup redoutent d'affronter. Que se passera-t-il si la protection promise n'est qu'un prélude à une emprise plus profonde? La réponse déterminera non seulement la stabilité du Nigeria, mais aussi l'équilibre d'un continent déjà fracturé par plusieurs décennies d'intervention extérieure. Une révélation discrète apparaît dès que l'on replace les événements dans leur enchaînement réel. Une seule phrase de Washington a suffi pour provoquer, en moins de 48 heures, un glissement perceptible dans le ton des chancelleries africaines. Et derrière ce basculement rapide se cache un détail que beaucoup ont d'abord manqué. Ce n'est pas la menace elle-même qui a bouleversé le continent, mais la mémoire de tout ce que des phrases semblables ont déclenché ailleurs. À partir de là, le décor s'éclaire différemment. Le Nigeria, vaste mosaïque de confessions et de ressources, se retrouve soudain projeté au centre d'un jeu où chaque mot américain agit comme un signal pour diplomates, marchés pétroliers et réseaux de sécurité. Le président Bola Ahmed Tinubu, encore solidement installé dans les mécanismes traditionnels de la diplomatie, tente de répondre avec prudence. Mais sa marge réelle reste limitée par l'empreinte lourde de l'histoire récente du continent. Car l'Afrique a déjà entendu ce langage. La Libye effondrée après des promesses de démocratie, l'Irak brisé sous couvert de paix, la Syrie laissée en ruine après les assurances d'une intervention salvatrice. Chaque fois, les mots d'aide venaient chargés de conditions, de soldats, de contrats et d'un futur réécrit ailleurs. C'est justement dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré intervient comme une ligne de fracture nouvelle. Au Burkina Faso, son discours de souveraineté radicale fait écho à des aspirations longtemps étouffées, et sa popularité fulgurante crée un contraste saisissant avec l'approche prudente de Tinubu. Deux visions, deux rythmes, deux réponses à la même pression extérieure. L'une s'appuie sur la rupture, l'autre sur la continuité. Lorsque ces trajectoires sont placées côte à côte, une logique profonde se révèle. La déclaration américaine n'a pas seulement testé la posture du Nigeria, elle a révélé une bataille plus vaste pour définir ce que signifie aujourd'hui être un État africain autonome. Et à partir de ce moment, plus aucun acteur, ni à Abuja, ni à Washington, ni à Ouagadougou, ne peut prétendre que la partie n'a pas déjà commencé. Dans la tourmente qui entoure les déclarations américaines, certains visages deviennent des repères pour comprendre comment les tensions se diffusent dans la vie réelle. À Abuja, de jeunes conseillers au sein du cabinet présidentiel racontent que les messages diplomatiques se sont intensifiés. En quelques jours, transformant l'agenda gouvernemental en un vaste exercice d'équilibre, où chaque conversation doit être pesée mot par mot. Leur rôle, souvent discret, consiste à mesurer la portée des engagements,
sans franchir les lignes qui pourraient entraîner le pays dans une dépendance durable. Plus au nord, dans l'État de Borno, les habitants décrivent un autre type de pression. Un chef communautaire rapporte que chaque fois que l'Occident évoque la lutte contre le terrorisme, les villages se préparent à un double tranchant: l'espoir d'une sécurité accrue et la crainte de redevenir un terrain où convergent les ambitions étrangères. Ce sentiment ambivalent crée un climat où la prudence devient instinctive, presque réflexe. Ces témoignages, pourtant éloignés, convergent vers une même réalité. La tension géopolitique n'est pas un concept abstrait. Elle modifie l'humeur des marchés, influence les déplacements des communautés et redéfinit les priorités des dirigeants locaux. Les premiers effets se manifestent souvent de manière silencieuse. Un retard dans une réunion, un changement de ton dans un communiqué, une hésitation inhabituelle dans les débats publics, mais chacun de ces détails signale qu'un pays entier s'ajuste à une pression venue de l'extérieur. L'étincelle se produit lorsque la déclaration américaine résonne pour la première fois à travers les réseaux diplomatiques africains. Le message est bref, tranchant, formulé pour choquer. Si le Nigeria ne protège pas ses chrétiens, Washington interviendra vicieusement. En quelques minutes, les analystes de sécurité, les conseillers ministériels et les observateurs régionaux comprennent que la phrase ne restera pas isolée. Elle circule comme un ordre voilé. Elle active des réflexes politiques profondément enracinés dans les mémoires du continent. Tinubu tente d'abord d'absorber l'impact. Il choisit la prudence, répond avec un langage mesuré, invoquant la coopération contre Boko Haram. Mais ce ton modéré ne fait qu'alimenter la perception d'un pays à la croisée des pressions. Les marchés pétroliers vibrent sous l'effet de la menace. Les ambassades demandent des rapports accélérés. Les think tanks occidentaux réajustent leurs scénarios à court terme. Au même moment, un autre signal monte du Sahel. Il est porté par une voix différente, plus jeune, plus tranchante, celle d'Ibrahim Traoré. Ces interventions publiques, largement relayées en ligne, ne répondent pas directement à Washington, mais elles opposent une logique diamétralement inverse. Elles martèlent la souveraineté. Elles affirment que l'Afrique doit refuser toute intervention extérieure sous prétexte religieux ou sécuritaire. Et ce contraste crée une onde de choc. Dans les rues de Lagos, les réactions se dispersent. Certaines communautés chrétiennes voient dans la posture américaine une garantie, une ligne rouge contre les violences ciblées. D'autres groupes, plus sceptiques, y lisent une préparation méthodique à une ingérence militaire, semblable à ce qui s'est produit en Libye. La mémoire des guerres récentes structure les conversations. Chaque exemple revient comme une cicatrice. Tripoli, Bagdad, Kaboul, tous rappellent ce que signifie accueillir une intervention présentée comme une protection. Puis vient le point de bascule. Il surgit lorsque des mouvements estudiantins au Nigeria commencent à comparer la prudence de Tinubu à la fermeté d'Ibrahim Traoré. Les vidéos, les extraits d'interviews, les discours courts enflammés se diffusent dans les campus. Ils opposent deux images. Un président chevronné, lié aux mécanismes diplomatiques occidentaux. Un capitaine sahélien devenu symbole d'insoumission. La juxtaposition crée un climat d'évaluation permanente. Elle pousse les jeunes Nigérians à interroger les alliances historiques de leur pays. Dans le delta du Niger, les réactions prennent une autre forme. Des chefs locaux s'inquiétant d'un retour des contractuels étrangers sous couvert d'aide antiterroriste. Ils évoquent donc des précédents où la présence d'experts militaires s'est transformée en contrôle opérationnel. Ils redoutent de voir leur région redevenir une zone d'expérimentation stratégique pour des puissances extérieures. Au niveau fédéral, les réunions au palais d'Aso Rock se multiplient. Les conseillers évoquent les risques d'un isolement diplomatique en cas de rupture ouverte avec Washington. Dans le même souffle, ils reconnaissent que s'aligner trop étroitement avec les États-Unis risque de provoquer une révolte intérieure alimentée par le discours sahélien. Chaque option porte une menace. Chaque hésitation amplifie la tension. La phase de haute intensité atteint son sommet lorsque les médias internationaux traitent la déclaration américaine
comme un cas de protection religieuse. Les chaînes occidentales cadrent l'enjeu sous l'angle de la foi. Les réseaux africains, eux, parlent de recolonisation. La divergence de récits devient un champ de bataille symbolique. Et puis, la dérive prend forme. Elle ne se manifeste pas par une explosion violente, mais par une succession de micro-ruptures. Méfiance accrue entre communautés, radicalisation de certains cercles religieux, multiplication de discours anti-occidentaux, montée de la rhétorique panafricaine. La déclaration initiale se transforme en un écosystème entier de réactions. Elle déclenche un réalignement progressif qui dépasse le Nigeria et glisse vers le Bénin, le Ghana et même la Côte d'Ivoire. Elle pousse les populations à réinterpréter chaque mouvement militaire, chaque contrat pétrolier, chaque visite diplomatique. Elle fait du simple avertissement une onde permanente. La tempête n'a pas encore éclaté, mais ses premiers grondements sont déjà impossibles à ignorer. Pour comprendre l'ampleur réelle du bouleversement qui traverse le Nigeria, il faut revenir à un point de départ mesurable. Le baseline, dans ce cas, n'est pas idéologique. Il correspond à l'état de pression sécuritaire, économique et diplomatique avant l'intervention verbale de Washington. Avant la déclaration américaine, les indicateurs régionaux montraient même une stabilité fragile, mais lisible. Après cette phrase, le delta s'est matérialisé en quelques jours par des variations qui, pour la plupart, dépassent les fluctuations habituelles du pays. Le premier chiffre marquant concerne la réaction des marchés pétroliers. Le prix du brut nigérian a connu une hausse de 3,8% dans les 72 heures suivant la déclaration. Ce pourcentage reflète la perception internationale d'un risque accru lié à une éventuelle intervention militaire. Cette variation peut sembler minime au premier regard, mais pour un pays dont l'économie repose massivement sur l'exportation du brut, elle signale un glissement immédiat des anticipations. Les traders lisent ces tensions comme des potentiels points de rupture, susceptibles d'affecter les flux logistiques, la sécurité des installations et la stabilité du delta du Niger. Un deuxième indicateur confirme cette tendance. Dans la semaine qui a suivi, le volume des discussions diplomatiques bilatérales entre Abuja et ses partenaires traditionnels a augmenté de 10%, selon des analystes régionaux. Cette augmentation traduit une inquiétude institutionnelle face à une possible reconfiguration des alliances. En coulisses, cette intensification suggère que les gouvernements étrangers cherchent à clarifier les intentions du Nigeria, anticipant soit un rapprochement plus net avec Washington, soit un repositionnement vers des pôles alternatifs comme Moscou ou Pékin. Ce n'est plus une simple réaction ponctuelle, c'est une réorganisation lente, mais perceptible des circuits de communication diplomatique. Le troisième chiffre évocateur concerne l'opinion intérieure. Au cours des 10 jours suivant la déclaration américaine, les recherches en ligne au Nigeria, portant sur les termes liés à intervention étrangère, ont bondi de 62%. Ce chiffre illustre une inquiétude populaire concrète provoquée par la menace américaine. Cette montée abrupte montre que la population ne perçoit pas la controverse comme un débat abstrait entre élites. Elle la voit comme une possibilité tangible de répétition des scénarios observés ailleurs. Fragmentation sociale, arrivée de forces extérieures, ou glissement progressif vers une dépendance stratégique durable. Pris séparément, ces trois nombres pourraient sembler anecdotiques. Mais placés ensemble dans une dynamique baseline, delta, ils révèlent un mouvement profond. La déclaration américaine a modifié non seulement le discours politique, mais aussi les comportements économiques, les échanges diplomatiques et l'imaginaire collectif. Le Nigeria n'est plus observé comme un géant stable, mais comme un terrain où chaque changement de ton international peut générer une onde aux effets multiples. C'est dans cette accumulation de variations mesurables que se trouve la véritable portée de l'épisode. Une phrase émise à des milliers de kilomètres s'est transformée en facteur de recalibrage national. Et lorsque les chiffres racontent une histoire cohérente, ils rappellent que la géopolitique se manifeste d'abord
et dans les détails quantifiables, avant d'exploser dans les décisions visibles. Deux visions profondément différentes s'affrontent lorsqu'il s'agit d'interpréter la déclaration américaine. La première soutient que l'intervention verbale de Washington pourrait représenter une protection nécessaire face à la montée continue des violences dans le nord du Nigeria. Les partisans de cette position affirment qu'un soutien extérieur, qu'il soit logistique, technologique ou renseignement, peut empêcher la détérioration de régions déjà fragilisées par les attaques de groupes armés. Pour eux, l'histoire récente prouve qu'un isolement complet conduit souvent à un affaiblissement encore plus rapide des forces locales. Les tenants de cet argument estiment que se priver d'un appui international reviendrait à exposer des millions de civils à un danger prévisible et déjà documenté dans les zones frontalières du pays. Un point de vue opposé prend forme ailleurs sur le continent. Il affirme que toute intervention, même annoncée comme protectrice, est inévitablement accompagnée de conditions qui redéfinissent la souveraineté nationale. Ces défenseurs rappellent les précédents. La Libye, où l'aide promise a ouvert la voie à une fragmentation prolongée. L'Irak, où des opérations menées au nom de la stabilité ont fini par redessiner l'ordre politique local. Selon eux, le Nigeria ne peut ignorer la manière dont ces modèles se répètent. La question fondamentale n'est pas de savoir si l'aide étrangère fonctionne à court terme, mais si elle laisse derrière elle un État capable de se gouverner sans tutelle. Ces deux arguments, bien qu'en apparence opposés, ne s'excluent pas totalement. Ils éclairent les dilemmes auxquels le Nigeria est confronté. Accepter un soutien extérieur peut renforcer les capacités immédiates, mais il peut aussi réduire l'autonomie décisionnelle, parfois de façon irréversible. La clé réside donc dans la capacité à identifier quels engagements échappent réellement à la logique des contreparties. En observant les réactions régionales, une nuance essentielle apparaît. Les pays qui ont subi les interventions les plus lourdes sont ceux qui mettent aujourd'hui en garde contre l'enthousiasme naïf. Leur expérience ne s'appuie pas sur des théories, mais sur des décennies d'épreuves. C'était cette tension entre efficacité immédiate et souveraineté durable qui redéfinit désormais les choix d'Abuja. La bascule arrive maintenant. Ce moment précis, souvent invisible dans les récits géopolitiques, se manifeste lorsque deux dynamiques contradictoires commencent à converger. La prudence diplomatique de Tinubu et la montée rapide d'un imaginaire panafricain qui trouve en Ibrahim Traoré une figure magnétique. La déclaration américaine, pourtant ancienne de quelques jours seulement, agit comme un accélérateur qui révèle soudain les lignes de fracture jusque-là dissimulées dans les relations entre Abuja et ses partenaires extérieurs. À partir de là, le paysage cesse d'être linéaire. Les débats ne tournent plus seulement autour de la sécurité ou de la religion, mais autour d'une question plus vaste. Quel type de futur le Nigeria est-il prêt à accepter sous pression internationale ? Les observateurs retirent que quelque chose change dans le pays, non pas par une explosion visible, mais par un glissement discret des priorités nationales. Dans les universités, les conversations s'orientent vers l'idée d'une Afrique moins dépendante des garanties occidentales. Dans les cercles économiques, la question se pose autrement. Un repositionnement stratégique pourrait-il renforcer la marge de manœuvre régionale ou l'affaiblir davantage ? Ce mi-parcours n'apporte pas encore de réponse, mais il expose la profondeur du dilemme. Les répercussions de la déclaration américaine ne se limitent plus au cercle politique. Elles se diffusent dans 4 sphères distinctes du pays et du continent, chacune révélant une facette différente de la pression qui s'exerce sur le Nigeria. Au niveau de l'État, la dynamique institutionnelle se manifeste ainsi. Au sommet, l'administration nigériane intensifie ses consultations internes. Les ministères de la Défense, des Affaires étrangères et du pétrole travaillent désormais sous un régime d'urgence discret. Chaque note diplomatique venue de Washington ou de Bruxelles exige une réponse calibrée,
car le moindre signe d'alignement trop marqué pourrait exacerber les tensions internes. Cette pression institutionnelle est accentuée par la comparaison constante avec les positions assumées dans le Sahel, où la fermeté d'Ibrahim Traoré résonne comme un rappel que d'autres trajectoires restent possibles. Les institutions nigérianes sentent que la marge de manœuvre se réduit à mesure que les attentes de la population évoluent. Sur le plan des entreprises, l'évolution économique se lit différemment. Dans le secteur énergétique, les sociétés pétrolières internationales surveillent la situation avec une inquiétude croissante. Les fluctuations récentes des prix, déjà sensibles au moindre signal géopolitique, renforcent l'impression que le Nigeria pourrait entrer dans une période d'instabilité contractuelle. Les acteurs locaux, eux, redoutent un scénario où de nouveaux accords seraient imposés sous le couvert de la sécurité. Ce climat rend les négociations plus tendues, les investissements plus prudents et les chaînes logistiques plus fragiles. Le monde des affaires lit ce moment comme un avertissement. Si les alliances se recomposent, certains contrats pourraient perdre leur fondement politique. Pour la population, les perceptions quotidiennes prennent une forme particulière. Pour les citoyens ordinaires, l'effet est plus intime. Dans les églises, on discute de la protection promise par Washington. Dans les mosquées, on craint la division confessionnelle. Dans les marchés, on murmure que les interventions étrangères ont rarement protégé ceux qu'elles prétendaient sauver. Les souvenirs de la Libye, de l'Irak et de l'Afghanistan reviennent comme des exemples trop proches pour être ignorés. Ce climat alimente une méfiance diffuse qui, sans être encore explosive, fragilise la cohésion sociale. Les jeunes, surtout, se tournent de plus en plus vers les récits panafricains qui circulent en ligne, perçus comme des alternatives à la dépendance extérieure. Dans la région ouest africaine, la situation évolue selon une logique plus large. Dans l'espace ouest-africain, la déclaration américaine agit comme un catalyseur. Les gouvernements du Ghana, du Bénin et de la Côte d'Ivoire observent avec prudence, soucieux de ne pas être entraînés dans un affrontement indirect entre grandes puissances. À l'inverse, les pays du Sahel, récemment repositionnés, y voient la preuve que leur rupture avec les modèles anciens n'était pas infondée. Certains analystes estiment que si le Nigeria vacille, l'équilibre régional pourrait être redéfini au profit d'alliances plus autonomes, renforçant ainsi le poids politique des capitales sahéliennes. À mesure que ces 4 niveaux évoluent simultanément, une certitude émerge. Les conséquences ne sont plus théoriques. Elles redessinent en temps réel la trajectoire d'un pays et l'imaginaire d'un continent. Dans le scénario de base, la trajectoire s'oriente de la manière suivante: continuité sous tension. Le Nigeria poursuit sa ligne diplomatique actuelle, cherchant à maintenir un équilibre entre coopération sécuritaire et prudence souveraine. Les échanges entre Abuja et Washington restent réguliers, mais sans avancée visible vers une intervention directe. Tinubu tente de rassurer la population tout en préservant les partenariats occidentaux nécessaires à la lutte contre Boko Haram. Dans cette trajectoire, les tensions confessionnelles diminuent légèrement grâce à des initiatives locales de médiation. Mais les soupçons entourant les intentions étrangères persistent. L'économie pétrolière continue de fluctuer, imposant aux acteurs privés une vigilance permanente. C'est un scénario où rien n'explose, mais où rien ne se résout profondément non plus. Si l'on considère une perspective optimiste, recentrage régional maîtrisé. Un apaisement progressif se produit grâce à une meilleure coordination entre les dirigeants d'Afrique de l'Ouest. Abuja renforce ses liens avec ses voisins immédiats, établissant un canal de sécurité commun qui réduit la dépendance aux partenaires non africains. Cette coopération plus étroite entraîne une baisse des tensions internes, notamment dans le nord du pays, où les programmes de stabilisation gagnent en cohérence. Sur le plan extérieur, la fermeté nouvelle du Nigeria contribue à améliorer l'image d'un pays capable de négocier sans céder. Les milieux d'affaires perçoivent ce repositionnement comme une opportunité d'investir dans une zone moins dominée par les agendas géopolitiques d'acteurs lointains. Dans l'hypothèse la plus défavorable, spirale de dépendance et fragmentation.
La crispation américaine s'intensifie. Des pressions politiques et économiques s'accumulent, rendant Abuja de plus en plus dépendant des promesses d'aide sécuritaire. Des divisions assaillies internes émergent en guise, opposant ceux qui plaident pour une coopération totale à ceux qui redoutent une perte de souveraineté. La méfiance confessionnelle grandit au point d'alimenter des tensions localisées dans plusieurs États du Nord et du Centre. Sur le plan régional, les partenaires ouest-africains se désolidarisent, craignant d'être entraînés dans une controverse internationale qui les dépasse. Cette fragmentation érode la position stratégique du Nigeria et favorise une multiplication des acteurs externes venus combler le vide laissé par l'instabilité politique. Au-delà des analyses et des chiffres, cette crise touche 3 cercles distincts qui se superposent dans la vie réelle. Le premier cercle concerne ceux qui suivent l'actualité de près, les citoyens engagés qui ressentent les secousses diplomatiques comme des signaux immédiats sur la direction que prend leur pays. Pour eux, chaque déclaration internationale influence la perception de la sécurité quotidienne et de la stabilité politique. Ils comparent les réactions officielles aux précédents historiques, examinant avec attention si le Nigeria répète ou évite les erreurs d'autres nations africaines. Le deuxième cercle rassemble ceux qui vivent l'impact économique de manière concrète. Les travailleurs du secteur pétrolier, les commerçants soumis aux fluctuations des prix, ou les entrepreneurs dépendants d'investissements étrangers, voient leurs marges diminuer et leurs prévisions devenir incertaines. Ces personnes ne débattent pas de géopolitique. Elles observent comment un mot prononcé à Washington peut modifier les coûts, les opportunités et les risques dans leurs activités quotidiennes. Elles savent que l'instabilité réduit toujours la visibilité et que la visibilité est la clé de toute décision durable. Le troisième cercle touche les communautés déjà fragilisées par l'insécurité, particulièrement dans le nord et le centre du pays. Pour elles, la menace d'une intervention étrangère ne signifie pas seulement une tension diplomatique. Elle évoque la possibilité d'une nouvelle reconfiguration militaire, susceptible d'alourdir un climat déjà tendu. Les familles se demandent si une aggravation des pressions extérieures conduira à plus de checkpoints, plus de déplacements forcés ou davantage de surveillance. Elles redoutent que les décisions prises loin de leur réalité transforment leur quotidien sans leur offrir de réels bénéfices. Pour qu'un pays comme le Nigeria traverse cette période de tension sans perdre sa marge de souveraineté, une feuille de route pragmatique devient indispensable. Elle ne doit ni idéaliser les alliances extérieures, ni sombrer dans l'isolement stratégique. Elle doit plutôt organiser, avec méthode, ce que le pays peut réellement maîtriser dans les prochains mois. Recalibrer la diplomatie en établissant un double canal de négociation. D'un côté, Abuja maintient le dialogue avec Washington pour éviter toute escalade verbale ou économique. De l'autre, il renforce les liens avec ses voisins immédiats afin de créer un front régional cohérent. Cette approche limite la pression directe de l'extérieur tout en montrant que le Nigeria n'agit plus dans un vide stratégique. Sécuriser les zones fragiles sans dépendre entièrement des partenariats étrangers. Les forces locales disposent d'une connaissance du terrain qu'aucun allié international ne peut reproduire. Consolider leurs capacités, même de manière graduelle, garantit une autonomie opérationnelle qui n'annule pas les collaborations, mais les équilibre. Établir un mécanisme de transparence sur les engagements sécuritaires et énergétiques. Chaque nouveau contrat doit être présenté dans un cadre public clair, réduisant ainsi les soupçons de concessions cachées. Cette transparence protège le gouvernement autant qu'elle renforce la confiance intérieure. S'inspirer des trajectoires alternatives sans les copier. Le discours de Ibrahim Traoré, qui insiste sur la souveraineté radicale, peut servir d'aiguillon pour repenser certaines dépendances. Toutefois, le Nigeria doit adapter ses idées à son poids démographique, à son économie pétrolière et à sa diversité interne. Construire une communication nationale unifiée, un pays où les populations entendent en des récits contradictoires devient facilement vulnérable. Harmoniser les messages officiels
permet de contenir les manipulations et de réduire les fractures confessionnelles. Ce chemin ne garantit pas l'absence de turbulences, mais il maximise la capacité du Nigeria à décider pour lui-même. Dans cette histoire où les déclarations voyagent plus vite que les solutions, le Nigeria avance entre prudence et nécessité. Les voix qui résonnent à Abuja croisent désormais celles qui montent du Sahel, rappelant l'écho des discours d'Ibrahim Traoré qui appellent à une vigilance nouvelle face aux influences extérieures. Les mêmes préoccupations entendues dans les villages du Nord, dans les marchés du Delta ou dans les universités de Lagos dessinent un fil conducteur que beaucoup n'avaient pas remarqué au départ, la volonté de ne plus laisser d'autres écrire l'avenir du pays à leur place. Le contraste entre la promesse de protection et la mémoire des interventions passées devient un rappel silencieux que la souveraineté ne se réclame pas, elle se préserve. La liberté mérite une garde constante. Ce moment charnière que traverse le Nigeria dépasse largement le cadre d'une seule déclaration venue de l'étranger. Il renvoie chacun à une responsabilité simple: comprendre comment les récits qui circulent façonnent les décisions collectives. Les discussions autour de la souveraineté, des alliances extérieures et des pressions géopolitiques ne sont pas réservées aux gouvernants. Elles prennent vie dans les foyers, dans les communautés religieuses, sur les campus et dans chaque espace où l'on s'interroge sur l'avenir du pays. Une conversation honnête, nourrie par des points de vue variés et par des expériences locales, peut empêcher que le débat soit confisqué par ceux qui préfèrent simplifier des enjeux pourtant complexes. Que pensez-vous, vous qui lisez ceci, de la direction que prend le Nigeria ?